Nicolas, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, je suis hyper contente et en même temps, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, j'ai un syndrome de l'imposteur énorme parce que j'ai face à moi un vrai journaliste. Il n'y a que ma mère qui le croit, en fait. Ah ouais. Moi, elle croit que je suis pianiste dans un bordel. Non, excuse-moi. Moi, j'ai mal tourné, je suis journaliste. T'es journaliste, t'es animateur de conventions d'entreprise et à haute dose, tu me disais tout à l'heure que t'en faisais 3 par semaine, donc t'es un pro de la prise de parole. Et à côté, tu t'es pas contenté d'informer, tu t'es pas contenté d'animer. À côté, depuis plus de 20 ans, tu animes une association que tu as cofondée qui s'appelle Tout le monde contre le cancer et qui est là pour apporter de la joie auprès des patients, mais aussi auprès des familles, des aidants, de tous ceux qui sont concernés par un traitement de la maladie lourde et sur la durée. Alors, on va parler humanité, on va parler maladie, dignité, on va aussi parler joie. Beaucoup, énergie, humour, parce que vous apportez tout ça. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui pour de présenter tout ça. Et moi, je suis très contente d'être là. D'abord parce que je t'écoute, je vois exactement ce que tu fais. Moi aussi, je suis ultra intimidé d'être là. On en parlera pour mon syndrome de l'imposteur aussi. Et intimidé parce que ce que tu fais me touche beaucoup. C'est vraiment la mise en valeur. Et en fait, tous les gens que tu as reçus, je les admire. Donc, je me demande ce que je fous là aujourd'hui. Mais tu me diras en sortant, voilà, si tu le gardes ou pas. Je te dirai tout ça, mais ma petite voix, quelqu'un là dans mon crâne me dit que je suis sûre de le garder, celui-là. Merci. Alors, si tu veux bien, Nicolas, j'aime bien commencer par comprendre le chemin de mes invités. Donc, si tu veux bien, je sais que tu as grandi dans l'Aveyron et ça s'entend dans les petits accents ensoleillés de ta voix. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as grandi, à quoi ressemblait ton enfance et surtout, du coup, ce qui t'a mis sur le chemin, en fait, dans cette enfance de la création de l'association vers laquelle tu as été plus tard? Écoute, la question est très chouette. J'y réfléchis pas souvent, et sauf chez ma psy, mais aujourd'hui c'est gratuit. C'est un peu, j'ai un divan en fait caché dans le studio. C'est très bien. Tu me diras combien je te dois après. Écoute, j'ai eu la chance en effet de naître dans une famille modeste de l'Aveyron, dans un tout petit village de 600 habitants. Le petit village s'appelle Toulonjac, il est à côté de ma ville de cœur, Villefranche de Rouergue, dont j'ai toujours pensé que c'était le centre du monde, juste parce que quand je faisais l'exercice sur la carte, je mettais la pointe du compas sur Villefranche de Rouergue, je faisais tourner le compas, il y avait le globe autour. Donc j'avais compris qu'on était évidemment au centre du monde. Petit village, donc je grandis au milieu des champs, à côté des fermes. Mes oncles et tantes, grands-parents sont tous agriculteurs et je vis dans une famille modeste, mais la plus grande richesse que nous ayons eue, c'était l'amour que l'on se donnait. Ça, c'est la première des richesses. Donc je n'ai manqué de rien en termes d'amour, en termes d'éducation, me semble-t-il, même si j'étais un enfant certainement hyperactif, un peu ingérable, etc. Mais voilà, passionné de lecture. J'avais pas la télé à la maison, donc j'ai lu, j'ai appris à lire dès l'âge de 4 ans. Maman était institutrice. Quelle belle enfance, la nature, la lecture, l'amour, que rêver de plus. Une maman instite qui nous mettait dans les bouquins. À 4 ans, je lisais et en fait, j'ai passé ma vie à bouffer des bouquins. Je passais les plus belles vacances, donc tous les étés, je partais à la ferme à 20 km de chez mes parents, chez ma marraine, ou à 30 km chez ma grand-mère, et je passais mes étés à la ferme. Et donc, j'ai été baigné de nature, de cette culture-là. C'était juste génial. Je bouffais des livres. Alors ça, c'est le premier cadeau que j'ai reçu de la vie, finalement. Un vrai cadeau. Mais ouais, ce laboratoire-là. Et peut-être le plus important. Certainement le plus important. Et le deuxième, figure-toi dans ta question, c'est que j'ai eu des parents très très engagés dans la solidarité depuis toujours. Maman était institutrice, papa travaillait dans la mairie de Villefranche de Rouergue. Et en fait, à la maison, on recevait des enfants qui étaient dans des grandes difficultés sociales. Maman, en tant qu'institutrice, avait, on va dire, des accords avec des juges pour enfants qui décidaient parfois de placer les enfants, au lieu de les mettre en foyer, on était une famille d'accueil de passage. Génial. Donc j'ai grandi avec des gamins qui sont devenus finalement mes frères et sœurs. Ce qui restait sur du temps long, en fait. C'était pas des placements courts. Pendant des mois et des mois, toujours. Vous étiez combien d'enfants à la maison? Alors on est 3, moi je suis le 3e d'une jolie fratrie, c'est quand même le meilleur poste, hein, le 3e. J'ai 2 grandes sœurs qui se sont servies de moi comme leur poupée certainement, mais j'ai eu une chance énorme, voilà. Et donc il y avait ça, et puis des
parents très engagés aussi dans le monde associatif, à aller accompagner des banques alimentaires, aller accompagner le Secours Pop, le Secours catholique, la Croix-Rouge, bon, etc. Ouais. Donc j'ai vu ça comme quelque chose de normal, et donc c'est ce qui a été un méga fil rouge depuis mon enfance et qui me poursuit encore. Ah oui, on le sent bien. Et puis je pense qu'on n'a pas forcément conscience du nombre de millions de personnes qui sont engagées dans l'associatif, bien à l'image de tes parents. Bien sûr. Fait, c'est un tissu hyper dense en France. Énormément. Ouais. Et je ne suis même pas sûr que les statistiques existent, mais oui, on doit être... Je l'ai vu passer, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est des millions et des millions en fait. Oui, évidemment. Ouais, de bénévoles. Évidemment. Ouais. Et je crois que chez chacun d'entre nous, il y a deux choses. Il y a la petite graine qu'on a reçue dans l'éducation, en gros, voilà, et puis les exemples que l'on a voulu suivre. Bien sûr. Il y a ce que nos parents nous transmettent, et puis il y a ce que l'on voit, ce que l'on entend, et ce dans quoi on peut nous embarquer. D'ailleurs, moi, dans ma vie de président d'association, j'ai toujours eu à cœur de former la nouvelle génération. Nous, on les reçoit, les bénévoles, à partir de l'âge de 18 ans, et en fait, j'ai très envie, rapidement, dès l'âge de 18 ans, quand on les reçoit, de leur donner le goût de rester engagés, donc de leur apprendre les bases de l'engagement associatif. Oui, puis tu leur apprends en même temps plein d'autres choses, on y reviendra, parce que c'est aussi la notion de citoyenneté, de rendre à ta communauté, enfin c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu t'imaginais faire à ce moment-là ? Alors, d'abord, on imaginait pour moi, mon grand-père voulait que je sois menuisier, ma grand-mère voulait que je sois curé, j'ai tout loupé, puisque j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc voilà, et comme je savais rien faire de mes mains, en fait, je ne savais faire que parler. Et donc, dès l'âge de 6 ans, sur un radiocassette à la maison, j'enregistrais mes premières émissions en radio. Donc j'avais pas la télé, donc je baignais à écouter la radio tous les jours, tout le temps. Et donc je me voyais bien comme animateur radio quand même dès l'âge de 6 ans. Comme quoi, t'as été têtu en fait. Ouais, certainement. Tout ce que t'es aujourd'hui, on le retrouve chez le petit Nicolas. Exactement. Ouais. Donc il y avait ça, et puis et en fait je ne me voyais pas faire autre chose. Je me suis rêvé journaliste à l'âge de l'adolescence, à l'adolescence, mais en sachant très bien que ma condition sociale faisait que j'avais pas beaucoup de chance d'y arriver. Parce que t'es à 600 km de Paris, et à l'époque c'était vraiment un monde d'être à 600 km de Paris, sans réseau, sans connaître personne, etc. Donc j'en rêvais, je savais que c'était impossible, et donc je l'ai fait. Donc tu te diriges à Paris pour tes études ? Oui, de journalisme. Oui. J'arrive à 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger, le bagage mince. J'arrive à Paris. Ce qui veut dire aussi que même si ça te paraissait inaccessible, en fait, tu t'es pas arrêté là. Pour autant, tu vois, il n'y a rien qui t'a arrêté. Il n'y a rien qui m'a arrêté. Et puis il y a eu des belles rencontres, surtout de gens qui m'ont inspiré, qui m'ont montré la voie, etc. En fait, faut savoir lire les panneaux en fait sur le bord de la route. Et ce code de la route là, de nos rêves, en fait, on ne l'apprend pas. Je pense qu'il y a quelque chose, on se laisse certainement porter par cette lecture naturelle, voilà, et puis surtout par la prise de risque. Mais en fait, en te le racontant, ça me semble tellement simple. En gros, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Je l'ai fait, je ne saurais même pas dire. J'ai pas l'impression d'avoir eu du culot, j'ai pas l'impression... En fait, j'ai l'impression de rien, et pourtant je l'ai fait, mais oui. Ça m'a pas semblé compliqué, et pourtant je pense que j'en ai chié énormément, comme beaucoup. Oui, mais peut-être que comme ça correspondait vraiment à une envie et une vocation, en fait, tu t'en es pas rendu compte. Tu as eu aussi tellement de plaisir sur la route. Exactement. Parce que je fais une petite avance rapide. Entre tes études et tes premières années professionnelles, enfin la suite de ta vie professionnelle dans le journalisme, tout va te sourire. Tu vas quand même très vite avoir des postes à la télé, à la radio, animer des émissions qui sont super intéressantes. Voilà, tu as quand même un très beau chemin dans ta vocation de journaliste. Oui, alors j'aime beaucoup ta formule quand tu dis tout va te sourire, et en même temps, je la temporise je la tempère. Je la tempère très rapidement, parce que je ne veux pas laisser croire à ceux qui nous écoutent que tout n'est que chance. En fait, j'aime bien dire que tout est d'abord travail, engagement, et que la chance, évidemment, on la provoque, il y en a forcément, mais en fait, j'arrive à Paris à 18 ans, je rentre dans mon école de journalisme, et là, je sens bien le mépris de classe. Je suis le bouseux de l'Aveyron.
handicapés par un accent monstrueux pour eux. Et de toute façon, avec ce premier mépris de classe, avec mon accent, de toute façon, on me fait bien comprendre que je n'arriverai à rien. Mais avec ou sans accent, ça aurait été perceptible. Ouais, il y a ça. Ouais. Et la deuxième chose, dans les écoles de journalisme, en tout cas à l'époque, j'avais que des enfants de producteurs télé, de grands journalistes, de grandes signatures, et tant mieux pour eux. Enfin, moi, j'ai jamais pensé que jamais pensé qu'être fils d'eux était un problème. Enfin, tant mieux pour eux, ils y sont pour rien, donc tant mieux pour eux. Mais je savais bien que je faisais pas partie en fait du cercle, et donc on m'a bien montré ça très rapidement. Sauf que j'ai joué en fait avec le destin, mais sans le vouloir. J'ai saisi les opportunités, et puis surtout, j'ai défoncé des portes. Vu que c'était compliqué, j'ai mis 10 fois plus d'énergie. Et en fait, en plein milieu de mes études, ça fait 1 an que je suis étudiant en journalisme. Et là, Jean-Marie Cavada crée France 5. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je suis stagiaire dans une boîte de prod. Il fallait que je paye mon loyer. Voilà, je viens d'une famille où on n'avait pas les moyens, donc il fallait que je paye mon loyer, que je trouve mes jobs le soir, le week-end, etc. Et là, dans mon stage, on me demande de jouer sur un plateau télé, le témoignage d'un étudiant. En gros, on fait un test d'une fausse émission télé pour voir si elle va bien fonctionner dans la future chaîne France 5 demain. Et donc, voilà, on me dit, ok, tu t'assois là, toi tu fais l'étudiant, tu témoignes, machin. Et donc, je fais l'étudiant, je témoigne. Et à la fin, j'ai le producteur et Jean-Marie Cavada qui viennent me voir en me disant, mais vous êtes qui, vous? Je dis, moi, je suis le stagiaire. Ah non, mais vous savez parler, quoi. Et Cavada me dit, je cherche des animateurs pour la chaîne. Et je dis, ah non. Mais moi, je ne veux pas faire de télé, monsieur, je veux faire que de la radio. Alors, j'avais un complexe physique monstrueux. Et bref, il me dit, si, viens tester en casting. Le producteur, chez qui j'ai été stagiaire, dit, si, tu vas faire le casting. Je passe le casting 3 jours après. Et Jean-Marie Cavada me donne les clés d'une émission. Ni lui ni moi ne savions que ça allait durer pendant 7 ans. Les écrans du savoir sur France 5. Et dernier mot, là où ça a été un déclic énorme dans ma vie, je dis à Jean-Marie Cavada, quand il me donne les clés, je dis, mais monsieur, on m'a dit qu'à la télévision, en fait, fallait un physique. Il me dit, parce qu'il m'avait dit, je cherche un accent du Sud. Je dis, ok, mais... L'accent, check. Voilà, l'accent, ça, check. c'est bon. Ça, c'est bon. Mais je dis, on m'a dit qu'il fallait un physique. Et moi, avec mes complexes monstrueux, je dis, ça le fait pas. Il me dit, c'est pas très grave, je voulais un accent, je te garde. Tant pis pour le physique. Et en fait, il m'a soigné tous mes complexes à ce moment-là, en me disant, mais écoute, ton physique, on s'en fout. Ouais. Et donc voilà. Non, ce qui est génial, j'aime bien quand tu me reprends en me disant, attention, derrière la chance, il y a du boulot, et certainement, surtout sur une quotidienne, c'était une quotidienne. Ouais, tous les matins de 8h à 10h. Il y a un boulot de ma boule. Mais il y a aussi des rencontres avec des gens qui croient en toi plus que toi-même. Ah oui. Et ça, il faut savoir l'identifier, saisir sa chance et partir et voilà, et mettre un voile sur le syndrome de l'imposteur parce que c'est ta chance. Tu l'as saisi. Oui, pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, c'est un vrai truc, c'est que moi, j'ai très très souvent, je me suis débiné quand les gens croyaient en moi. En fait, j'y croyais moi tellement pas que je partais. En fait, j'ai loupé plein d'opportunités. Je ne regrette rien dans ma vie, mais vraiment rien. Et je me dis, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais voilà, si je peux faire gagner du temps parfois à des jeunes qui me posent des questions en école de journalisme, c'est vas-y, tu crois pas en toi, tu t'en fous. Les autres croient en toi, laisse-les faire. Bien sûr, t'apprendras. Ouais, bien sûr. Puis t'essayes, puis au pire, évidemment. Au pire quoi. Ouais, exactement. C'est quoi tes grandes joies à ce moment-là? Tes meilleurs souvenirs de ces années? Parce que ça va durer très longtemps, en fait. Combien de temps a duré ta carrière de journaliste pur? En fait, ça a été très court, 15 ans, mais très dense. Très court. 15 ans, c'est déjà une belle période. Ouais, et en fait, par rapport à des journalistes, évidemment, qui rêvent de faire une longue carrière de 45 ans, etc. Mais en fait, pour le coup, en 15 années, j'ai tester tout ce qu'un journaliste rêve de faire en 50 ans. Et en plus, j'ai commencé à l'envers. Quand tu passes en école de journalisme, tu rêves d'être journaliste à la rédac, tu rêves ensuite qu'on te confie une chronique, tu rêves qu'on te confie un reportage, tu rêves de partir en reportage, ensuite tu rêves peut-être de montrer ta tête à la télé ou d'avoir vraiment ta voix à la radio, ensuite tu rêves d'être rédacteur en chef et ensuite tu rêves d'être producteur. Il se trouve que j'ai fait tout ça en 15 ans, mais totalement à l'envers. En fait, j'ai commencé les écrans du savoir en étant présentateur, rédacteur en chef, reporter. C'était tout petit, hein. Et donc je partais présenter mon émission partout en France et à l'autre bout du monde. Je partais au Japon, je partais chez les Inuits dans le Grand Nord canadien, dans le Nunavik. Je partais en Afrique. Donc j'ai fait tout ça. À 25 ans. De 18 à 25 ans. Et de 18 à 25 ans, en plus, j'interviewe à ce moment-là
tous les prix Nobel, les ministres, le Dalai Lama de passage en France. J'interviewe tous les gens qui font qui la culture, qui la science, qui l'enseignement, etc. Et donc à ce moment-là, je me nourris en fait de tout ce que je n'ai pas voulu apprendre à l'école. J'étais un très mauvais élève où je n'étais pas adapté pour le système web, donc j'ai pas foutu grand-chose jusqu'à 18 ans. Et en fait, à partir de 18 ans, j'ai commencé à me dire, waouh, j'ai la chance en fait de pouvoir apprendre. Et en plus, je suis payé pour ça. Tu as eu une belle école de rattrapage là. Énorme. Pourquoi ça s'arrête ? Alors, pourquoi ça s'arrête ? C'est merveilleux. Quand je t'entends, tu as envie d'en faire ta vie. Oui, et alors c'est très marrant parce que, en fait, je présente donc pendant 7 ans les écrans du savoir, je bouge beaucoup, et à côté de ça, comme on est dans une chaîne incroyable avec Jean-Marie Cavada qui est incroyable, on a le champ libre pour la création. Et donc je lui propose plein de formats courts, donc je produis dans la chaîne plein de petits formats courts, donc pour faire d'autres choses que les écrans du savoir en plus, à côté. Donc voilà, donc je m'éclate pendant 7 ans, et je la fais courte parce que je regrette jamais rien et j'aime pas régler mes comptes, mais il y a une personne qui arrive. Alors le service public avait ce secret, alors je crois que c'est de moins en moins le cas, mais à l'époque avait ce secret d'être une antichambre en fait de la politique. Donc on a une personne qui déboule et qui était directrice de cabinet d'une ministre. Donc elle arrive, elle prend un poste, donc elle connaît rien à la télévision. Parfaitement légitime en venant de la politique. Exactement, totalement illégitime. Donc elle vient, on lui donne un super poste, elle connaît rien, mais le service public a ce secret-là. Donc et elle vient me voir, elle me dit Nicolas, je prends la direction des programmes, enfin de ces programmes-là, une partie des programmes. Je veux montrer aux gens que je change des choses. La première chose qui se voit, c'est la gueule de l'animateur. Donc dans un mois, tu n'es plus là. Alors j'ai trouvé l'argumentaire génial. Ça se tenait évidemment, sauf que tu es en plein milieu d'année, tu dis il reste 2 mois jusqu'en juin, on peut peut-être attendre. Elle me dit non. Et là elle veut placer ses copains, donc écoute, elle teste ses copains, c'est pas très grave. Donc je suis parti. Alors j'avais les boules terribles, mais c'était le plus beau cadeau que l'on m'ait rendu. C'est-à-dire ce coup de pied aux fesses, injustifié, injustifiable, abject, etc. On s'en fout, mais ça a été le plus beau cadeau que l'on m'ait fait. Je me suis barré, et petit signe du destin, il se trouve que quelques mois plus tard, il y avait des trophées à l'époque comme les Césars, les Molières, et à l'époque ça s'appelait les 7 d'or. Et il se trouve que quelques mois plus tard, pour la cérémonie des 7 d'or, mon émission est nommée. Et je vais à la cérémonie des 7 d'or, et il se trouve que non seulement l'émission est nommée, mais c'est que je gagne le 7 d'or. Et là, je monte sur scène. Je prends le 7 d'or, et c'est très marrant parce qu'il y a beaucoup de lauréats des 7 d'or à l'époque qui avaient aussi été des gens virés. Nagui, à un moment, avait eu un 7 d'or, il disait j'ai été viré il y a 3 mois, enfin voilà. Et c'était mon histoire. J'ai le 7 d'or, j'avais été viré 3 mois avant, sauf que du coup... La scène est la meilleure occasion de te vendre aussi. Oui, alors je dis rien évidemment à ce moment-là, mais je rends hommage à Jean-Marie Cavada, à tous les gens qui m'ont fait confiance, etc. Et là, j'ai le premier producteur dont je t'ai parlé tout à l'heure, chez qui j'étais stagiaire 7 ans avant, qui m'envoie un petit mot pour me féliciter, etc. Qui me dit qu'est-ce que tu deviens ? Je dis écoute, j'ai un 7 d'or, mais j'ai pas de boulot. Il me dit viens me voir à TF1. Je vais déjeuner avec lui, et en fait il me propose une émission sur TF1 que je vais présenter, qui n'a pas du tout marché d'ailleurs, et c'est pas très grave, parce qu'en étant à TF1, j'ai enchaîné tout de suite derrière pendant 8 ans. Oui, et ça, tu sais, il faut un peu de temps pour se rendre compte de la chance qu'on a de parfois se casser la gueule. Exactement. Ouais. Ah non, mais ça fait partie des échecs qui m'ont construit, c'est énorme. Bien sûr. C'est quelque chose, d'abord, qu'on a du mal à avoir pendant, évidemment, quel que soit l'échec. Exactement. Et puis en France, on a du mal à faire face à ça. On aime bien se flageller. Oui. Mais c'est vrai que c'est important de le dire. En fait, c'est parce qu'une porte se ferme qu'on va en chercher d'autres. Évidemment. Et c'est le plus beau cadeau, vraiment. Ouais. Alors, je vais passer vite sur la suite. Donc, tu vas travailler longtemps aussi à TF1, longtemps à la radio. À France Info, oui. France Info, c'est j'imagine aussi des années très très belles. Oui, je me suis régalé. Qu'est-ce qui te fait sortir de ce métier de journaliste qui est hyper satisfaisant ? Oui, je me régale, j'apprends. À France Info, je travaille notamment sur l'économie, j'ai des chroniques toutes les semaines, etc. À TF1 sur les magazines de société, je suis chroniqueur sur les magazines, etc. Je pars en reportage, et là, mon 492e reportage. J'avais 491 occasions avant de m'attacher aux gens. J'aime les gens naturellement. C'est gnangnan de le dire, c'est pas très grave, je le dis. J'aime les gens parce que j'ai tellement un syndrome un peu complexé que tous les gens que je rencontre, je les admire pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font.
Et donc j'avais 491 occasions de m'attacher aux gens, j'ai eu des admirations, mais le 492e m'a bouleversé, un petit garçon hospitalisé, et là pour le coup je m'attache à lui, parce que super rigolo, des parents très 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 engagés pour aider leur fils, etc. Ils me demandent de l'aide pour parrainer leur association, ils me demandent de l'aide pour lever des fonds, pour réaliser le rêve de ce gamin, mais de tous les autres aussi, et là, ce gamin décède 6 mois plus tard. Et c'est le bouleversement de ma vie, moi qui me croyais immortel et qui pensais évidemment que les enfants l'étaient. À ce moment-là, j'ai 30 ans et je me dis, waouh, en fait tout ça est injuste, je n'ai rien pu faire pour ce gamin, moi qui pensais qu'à 30 ans je saurais sauver le monde. Et tout d'un coup je fais le constat, je me dis, bon attends, dans les médias on participe tous au Téléthon, c'est vachement bien, aussi d'Action c'est vachement nécessaire aussi, les enfoirés c'est ultra précieux. Mais contre le cancer qui nous touche tous, il n'y a pas d'émission télé, il n'y a pas de rassemblement national. Nous, les journalistes, on parle d'une longue maladie parce qu'on n'ose même pas prononcer le mot. Oui. Et donc, tout d'un coup, je me dis... Tu peux nous rappeler en quelle année on est, Nicolas ? Ouais, on est en 2005 et j'ai le déclic à ce moment-là de me dire, je vais peut-être faire un truc pour la lutte contre le cancer. Mais je suis partagé entre deux choses. Il y a ma carrière à la télévision à ce moment-là, donc mon ego est quand même super nourri par les gens qui te demandent des autographes toutes les semaines, et voilà, et donc t'as un peu ça, et puis par ta mère qui te voit à la télé. Donc en fait, je suis partagé entre mon ego et mon envie de m'en engager, et donc là, je prends une décision, je prends 4 mois sabbatiques à TF1, je vais voir mon DRH, je dis écoute, je me barre 4 mois, je vais sauver le monde. Bon, 4 mois, c'est quand même largement suffisant pour sauver le monde, et je reviens, parce que mon ego voulait revenir. Donc j'ai pris 4 mois sabbatiques à TF1, et je suis dans ma 20e année sabbatique en fait. J'y suis jamais retourné. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai eu le déclic. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 4 mois ? Et est-ce que tu t'imagines à ce moment-là monter une association ? Ou toi, ce que tu vois, c'est les enfoirés en fait. Tu t'imagines monter un spectacle ? En fait, je m'imagine surtout rassembler les acteurs de la lutte contre le cancer pour leur dire et si on travaillait ensemble pour changer le monde ? À ce moment-là, donc, je me dis, je veux monter quelque chose dans la lutte contre le cancer, mais je ne suis que journaliste, je ne connais rien au cancer, je ne connais rien à la science, donc je vais laisser parler les scientifiques, etc. Et là, à TF1, je vais réunir quelques grands acteurs de la lutte contre le cancer en leur disant, voilà, on est à TF1, on a un accord de la chaîne qui va nous suivre, et en gros, on va monter un événement dans la lutte contre le cancer, à l'Olympia, ce sera le 9 septembre, mais cet événement contre le cancer, ça va être le vôtre. 1, qu'est-ce qu'on dit ? Moi, je ne sais pas ce qu'on va dire sur le cancer, vous, c'est votre quotidien. Et 2, qu'est-ce qu'on fait de l'argent que l'on va lever ? Parce que cet argent, il est pour vous. Bien sûr. Je fais un petit pas de côté, Nicolas. Comment t'es venue l'idée ? Parce que tu vois, entre... la détresse que tu as ressentie dans l'accompagnement de cet enfant et de sa famille, que tu n'as pas vu une fois, mais que tu as suivi. Tu nous dis il y a eu 6 mois de relations régulières. Exactement. Et ton face-à-face avec la mort à ce moment-là. Entre ce moment-là et la vision de... En fait, je sais ce que je veux faire. Je veux donner de la visibilité à cette maladie et pouvoir lever des fonds pour ça. Et je vais m'appuyer sur mon actif, qui est mon entrée chez TF1. Tu vois, il y a un saut créatif et je trouve que c'est quelque chose qui interpelle beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui veulent aider. Souvent, on le disait au début de l'échange, comme à l'image de tes parents, ils rentrent dans des associations, ils sont bénévoles, mais il y en a pour qui ça ne va pas, qui ont envie de plus de créativité, qui ont envie de monter, mais qui savent pas par quel bout le prendre. Donc moi, ça m'intéresse toujours de comprendre comment est-ce que tu es passé de... En fait, c'est la merde là-dessus. Il y a un problème à je sais ce que je vais en faire, moi. En fait, c'est une question super intéressante parce que à ce moment-là, et je crois que c'est la question qu'on ne se pose pas assez, mais en fait, plutôt que de... Je te raconterai tout à l'heure, si on y pense, on parlera... bref, de plein de gens qui sont venus me voir pour faire la même chose, mais qui malheureusement n'ont pas pu le faire. Mais en fait, c'est une question très intéressante que tu me poses, parce que à ce moment-là, je veux changer le monde, je veux faire quelque chose contre le cancer.
plutôt que de penser à la baguette magique, je suis conscient d'un truc depuis ma naissance, c'est que la baguette magique n'existe pas. Donc tout va passer par le travail, tout va passer par l'abnégation, par l'engagement, par les échecs aussi, et par le faire. J'adore faire partie des faiseux. Je déteste les diseux. Oui. J'en peux plus des diseux au fond de leur canapé, etc. Donc, en tant que faiseux, à ce moment-là, je fais l'état des lieux, des pièces de puzzle, en fait, de ce que je sais faire, de ce que je peux faire et du réseau que j'ai. Et là, les cartes sont très simples. Je suis journaliste dans le premier média d'Europe qui est TF1. Je suis journaliste et chroniqueur sur France Info. À côté de ça, depuis des années, je suis engagé avec une bande de potes. On a créé un festival de musique depuis des années dans l'Aveyron. Autour de la musique, autour des nouveaux talents et de la francophonie. Donc ça, ce sont mes pièces de puzzle. Et puis mes petits réseaux à côté, de personnalités médiatiques, de personnalités dirigeants d'entreprise, etc. Mais ton petit réseau, voilà. Même tu ignores que c'est un réseau parce que tu les vois d'abord comme des amis, oui. Et tu oublies qu'ils ont une étiquette derrière, donc tant mieux. Et là, je vois mes pièces de puzzle. Je veux changer le monde à ce moment-là. Je me dis, tout le monde regarde le cancer ou les malades du cancer avec tellement de pitié. Tout le monde gnangnantise au chevet des malades, au monde pauvre, etc. Machin. Et là, je me dis, je vais prendre le contre-pied. Qu'est-ce que je sais faire, moi ? Je suis un joyeux né. Je suis un engagé né. J'ai un festival de musique. Écoute, tu sais quoi ? Tu vas réunir ça. Et pour prendre le contre-pied de ce qui se fait dans le charity, souvent d'être dans le côté pleureur, moi je dis, j'ai mon festival, on va le transformer et on va monter un événement qui s'appelle Tout le monde chante contre le cancer, parce que j'ai pas envie qu'on s'appelle Tout le monde chiale. Donc, et ce festival, comme c'est un festival de nouveaux talents, je me suis dit, il va falloir qu'on lève des fonds contre le cancer. Sauf que si je te parle de gens qui ont un talent de folie, mais de Michel Durand qui est chanteur dans une crêperie en Bretagne, ou de Jacqueline Dupont qui est chanteuse dans une pizzeria à Aix-en-Provence. Pour l'audimat, c'est peut-être pas terrible. En fait, je vais pas vendre de billets, malheureusement, mais je vais pas vendre de billets parce que tu as pas là. Donc, pour lever des fonds, je me dis, j'ai un festival de nouveaux talents, je vais aller chercher tous les nouveaux talents connus qui rêvent de chanter, mais qui chantent que dans leur salle de bain. En fait, c'est quoi ? Je suis à la télévision, donc mon réseau, c'est quoi ? C'est pas rencontré au bon moment. Mais exactement, tu vois. Je serais monté sur scène pour toi. Exactement. Je suis à la télévision, je côtoie tous mes potes, animateurs télé, journalistes, sportifs, acteurs de cinéma, les people, entre guillemets. Et donc, c'est ma vie. Je passe ma vie avec eux au boulot, mes soirées, mes week-ends, mes vacances, machin. Et parmi eux, j'en vois tellement qui sont des chanteurs frustrés, moi le premier d'ailleurs, et en fait je me dis j'ai un festival de nouveaux talents, je vais les inviter eux à venir chanter sur scène, et en plus je vais leur faire l'Olympia, et je vais leur dire, vous venez, moi je vous offre votre première scène en tant que chanteur, mais en revanche vous venez bénévolement bien sûr, et derrière on vend des billets d'entrée pour récolter de l'argent pour la lutte contre le cancer. Et là j'ai cette idée là, et en fait l'idée c'est trouver les personnalités incarnantes et évidemment trouver les financements. Alors merci pour toi de nous faire pénétrer dans les arcanes de ce moment-là. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu nous rappelles qu'en fait il faut commencer par travailler sur soi, et tu vois, c'est quoi ma zone d'influence en fait ? Qu'est-ce Exactement. que j'ai ? C'est quoi mes cartes ? Exactement. Qu'est-ce que j'ai ? Et après tu as la question de comment est-ce que je mets ça au bénéfice de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais bon, faut pas partir trop loin de qui on est. Surtout pas. Parce que sinon, en fait, on n'a pas d'atout. Surtout pas. Donc là, merci pour ce chemin-là, c'est super clair. Donc tu lances cette première scène. Oui. Où est-ce que tu la lances ? Comment ça se passe ? Fais-nous vivre un peu. Alors il y a deux chemins, et tu as raison de redire ça. Je me rends compte que j'ai que ce jeu de cartes-là, donc je vais l'utiliser à fond. Et en plus, il y a plein de choses que je ne soupçonne pas chez moi, mais il y a quelque chose que je soupçonne encore moins, c'est l'énergie que te donne l'engagement, que te donne une cause pour te dépasser, pour aller beaucoup plus loin que ce que tu ne le penses. Et en fait pour te transcender. Je veux monter un événement dans la lutte contre le cancer, un événement joyeux. Alors l'événement, finalement je l'ai déjà. J'ai une scène, j'ai du son, j'ai de la lumière, j'ai mon festival à Villefranche de Rouergue déjà. Donc je sais que mon festival, je peux le transformer
j'ai assez confiance finalement dans le soutien des copains qui vont venir chanter, donc les personnes connues, je t'en parlerai dans un instant. Donc là-dessus, j'ai confiance parce que c'est mon quotidien. En revanche, je me suis dit, c'est un autre truc qui m'anime beaucoup dans mon engagement, je me suis dit, je ne vais pas lancer quelque chose si je ne l'ai pas financé avant. Et là, je calcule que cet événement va me coûter tant. Et en fait, avant même de le lancer, 1 an avant de le lancer, donc je suis en 2005, je quitte la télévision. J'imagine cet événement, je me dis, je vais le faire en 2006. J'ai 1 an pour le faire. Et le nerf de la guerre, c'est d'abord où sont les financements. Puisque je veux lever des fonds, il faut que je sois crédible et il faut que tout soit financé avant pour que tous les bénéfices aillent directement à la cause. Bien sûr. Et donc là, je prends mon bâton de pèlerin. Bien sûr, sinon c'est hyper décrédibilisant. En fait, tu finances ta soirée, ça n'a plus aucun sens. Et surtout pas. Et donc, et là, je vais commencer, à appeler la terre entière, à envoyer des dossiers. Et en fait, je passais mes jours et mes nuits à faire des dossiers, à les envoyer. Et en fait, c'était ultra plaisant. Je prenais 99 portes dans la figure. Et puis j'avais un rendez-vous, c'était le 100e. Et j'y allais. Et t'oublies les 99 et le rendez-vous que t'as est super chouette, même si à la fin il ne fonctionne pas. Il y a un côté où tu apprends, etc. Et pendant 1 an, en fait, je suis VRP. J'allais dire, là, tu changes profondément de métier. En fait, t'es plus en train de passer le micro, comme je suis en train de le faire avec toi. Je suis encore à France Info pour me payer le loyer, figure-toi. Je suis resté encore pendant 3 ans à France Info, ça me payait le loyer. Mais mes journées, je les passais en effet en VRP. Oui, alors là aussi, il y a plein de choses intéressantes. Tu vois, tu te lances, mais tu gardes un peu de, j'allais dire ceinture et bretelle, mais plutôt, donc, t'enlèves la bretelle, tu gardes la ceinture quand même. Ça nous rappelle aussi que quand on se lance, il faut le faire avec sagesse, on va dire. On peut bosser en parallèle de son boulot pendant un temps. Il faut. Voilà, faut pas, parce que quand tu te mets trop à risque, derrière, tu mets à risque le projet lui-même. Exactement. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est tu acceptes de changer de métier. Tu vois, t'acceptes parce que quand tu deviens commercial de ton propre projet, d'abord t'es un peu seul, t'as plus la marque qui était TF1, France Info, etc. C'est quand même un vrai challenge de ne plus avoir de marque. Et je me permets, c'est une vraie bascule parce que à ce moment-là, je ne me rends pas compte. Je prends mes 4 mois sabbatiques pour lancer le projet, mais le fait que j'avais décidé que ce serait 4 mois, septembre à décembre 2005, je voulais revenir en janvier parce que je savais que mon ego ne supporterait pas de ne plus exister médiatiquement après ces 4 mois. Et donc je me suis dit, je vais revenir à TF1. Et en fait, pas du tout. Parce que mon ego n'en a pas eu besoin. Parce que ça a été remplacé par la joie de l'engagement et de la communauté que tu étais en train de construire. Et j'avais plus besoin des médias. J'avais plus besoin de paraître dans les médias. J'avais plus besoin. En fait, mon ego n'avait plus besoin. J'ai compris au bout de 4 mois qu'en fait, j'avais pas besoin de ça. Et que c'est assez rapide, 4 mois. Il y a des gens qui mettent des années à comprendre ça. Mais moi, ça m'a fait un vénard. Ouais, mais tu sais pourquoi ? Parce que ça a été compensé par les actions, parce que j'étais déjà dans les hôpitaux à ce moment-là, donc ça a été compensé par les actions. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, je me suis nourri de tellement d'autres choses. Alors, tu viens de dire, et merci de le dire, parce que j'allais t'y amener, j'étais déjà dans les hôpitaux. Et là, je t'interroge sur la façon dont tu construis ton événement, et on comprend bien qu'un événement nouveau, en lancement de cette envergure-là, ça prenne 1 an. Et en même temps, tu es un peu loin de la cause, tu es un peu loin du terrain, tu es un peu loin des enfants, des familles, de la maladie. Comment, voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse que tu me dises. En effet, je suis pas loin, j'y vais. Voilà, comment est-ce que j'y vais parce que j'ai gardé ce terrain-là sans faire partie d'une association. Qu'est-ce que ça veut dire de garder un pied auprès des malades et de comprendre la maladie ? En fait, la famille que j'ai rencontrée avec ce petit garçon était très engagée dans un service hospitalier. Et donc, même quand le petit garçon est décédé, j'ai continué à aller dans ce service hospitalier et à les aider eux. Comme j'avais mon carnet d'adresse et il fallait réaliser des rêves des gamins, j'appelais tous les copains sportifs, chanteurs, animateurs télé, et donc on réalisait des rêves. Je continuais, j'avais pas de structure associative, mais j'étais finalement un bénévole lambda, engagé, qui utilisait son carnet d'adresse pour ça. Il fallait financer des choses, je trouvais des financements, etc. Donc j'ai quand même continué ma vie de bénévole engagé pendant cette année-là aussi, avant de structurer l'association Tout le monde contre le cancer. Donc je connaissais le quotidien à l'hôpital. J'avais eu le plaisir d'interviewer au micro de Demain n'attend pas
Dominique, j'ai plus son nom de famille Belle. en tête. Voilà. Ah oui, les Merci. petits princes. Exactement. Ça fait partie des figures qui m'impressionnent beaucoup et que j'admire énormément. Ouais. Alors je renverrai dans les notes de l'émission vers cet épisode, mais je fais juste une parenthèse rapide. Tu parles de la réalisation des rêves, c'est tout le sens en fait de cette association. Exactement. Qui a dû se créer, non peut-être un peu avant. Avant nous. Ouais, un peu avant des années 90 déjà. Je l'avais interviewé quand j'étais sur France 5, ça faisait partie des gens que j'interviewais, et son association est magnifique aussi. Oui. Oui, alors là, on n'est pas sur la spécificité du cancer, mais on est bien sur des enfants qui ont des maladies lourdes. Exactement. Et sur l'accompagnement de... Voilà, pas très loin de ce que tu fais quand même. Oui. Leur apporter de la joie, leur apporter des moments de respiration. Mais pas seulement un rêve, 2 rêves, 3 rêves, pour qu'il y ait une récurrence et qu'on puisse se projeter dans l'avenir, et ça c'est quand même énorme. Et en fait ça fait partie de toutes les associations que je croise, on est tous très complémentaires. Le vrai sujet d'ailleurs dans ce monde associatif, c'est de très vite comprendre qu'en fait non, les associations ne sont pas concurrentes. Oui. Le vrai truc c'est de se dire en fait on a tous une cible, ne nous trompons pas. Oui. On n'a qu'une cible et cette cible il faut qu'on y aille en bataillon serré et allons-y. Et ça a été le sens de mon engagement d'ailleurs. Alors c'est là aussi merci de le dire parce que c'est vachement intéressant. Donc il y a plusieurs associations. Et c'est important que chacun reste dans son couloir de nage pour arriver en complémentarité et pour le meilleur pour le patient. Évidemment. Comment tu définis ton couloir de nage à ce moment-là? Et puis comment ça évolue au fur et à mesure du temps? En fait, au moment où donc l'association est créée, ça fonctionne, etc., je constate un truc, que le plus dur finalement, c'est de rassembler les associations. C'est-à-dire, c'est pas tant d'agir dans les hôpitaux. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, malheureusement. Mais le plus compliqué, c'est de les réunir. Je te fais la confidence là, mais quand je monte le premier Olympia, on est en 2006, j'ai rencontré les acteurs de la lutte contre le cancer. Je les admire tous. Ils font un boulot génial, mais vraiment. Et chacun dans son couloir fait un boulot incroyable. Ils sont tous contre le cancer, mais pas ensemble. Et quand je leur propose l'Olympia, je leur dis, attendez, moi, à ce moment-là, je ne suis pas une association de lutte contre le cancer. Je suis un journaliste de TF1 qui monte une soirée de gala à l'Olympia que TF1 va diffuser, mais en disant aux assos, ben voilà, c'est votre soirée. Donc, 1, qu'est-ce que vous allez dire? 2, l'argent qui sera récolté, qu'est-ce que vous allez en faire? Je les laisse réfléchir. Et le lendemain de la réunion, il y en a un qui m'appelle en me disant non mais vous savez quoi, ça va être très compliqué de bosser avec les autres, donc faites-le avec nous. Ils me disent même, je vous donne 500 000 euros pour financer, pour avoir le nom sur l'Olympia de mon association, et on le fait ensemble. Et je dis, ben non, c'est pas du tout le principe, quoi. C'est ou tout le monde ou personne, quoi. Un deuxième appel me fait la même proposition, en disant, moi je vous donne 300 000 euros, on fait l'événement, et comme ça vous le faites pour nous. Mais je dis, mais non. Ouais. Ça ne sert à rien. Enfin, le sens, c'est tout le monde ou personne. Et là, je suis très embêté, parce qu'en fait, je me retrouve à monter cette Olympia. Mon utopie, c'est dans mes utopies, il y a celle-là qui s'est effondrée. C'était de se dire, je vais louper le coche de rassembler tout le monde. Alors, je fais quoi? J'organise cette Olympia. J'ai mon copain Nikos Aliagas qui vient chanter avec plein de personnalités de la télé, du sport, du cinéma. Ils viennent tous bénévolement chanter. On fait l'événement, sauf que il n'y avait pas d'autres associations, parce qu'en fait ils s'étaient foutus sur la figure et l'argent récolté. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais mon association avec le festival de musique dans le Sud, on a vite dit à TF1, ok, on va nous être les organisateurs de cette soirée, et l'argent, alors évidemment, on va refiler l'argent 100% à la cause. L'événement était déjà financé, donc ça a été 100%. Et donc, évidemment, en toute transparence, on a tout reversé, mais à des actions concrètes dans les hôpitaux. Mais ça a été la douleur, pour moi, la plus intense, parce que je suis descendu de 122 nuages. Oui, mais en fait, cette douleur-là, tu vois, là aussi, on fait un peu le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Cette douleur-là, c'est celle qui t'a mis le pied à l'étrier pour lancer tes propres actions. Exactement. Ouais. Ah, mais exactement. Mais je le voulais pas. Ouais. Je voulais pas prendre la place des autres. En fait, ils le font magnifiquement bien. Et encore aujourd'hui, vraiment. Oui. Alors, aujourd'hui, les relations se sont détendues et on travaille avec beaucoup d'intelligence, avec des dizaines d'associations. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il a fallu du temps pour leur dire, mais on ne vient pas en concurrence, ça n'existe pas. On ne vient pas vous piquer je ne sais pas quelle part de marché. Pour moi, c'est pas un marché. Et donc, je ne comprenais pas dans mon utopie. Et donc, quand ils ont vu qu'en fait, on venait récolter de l'argent pour financer leurs actions au début, et puis les nôtres aussi, tout d'un coup, ça a un peu détendu tout le monde. Oui. Non, mais tu évoques quelque chose qui est fréquent, pas seulement dans le domaine de la santé, mais un peu partout dans le milieu associatif. C'est tellement dur de lever des fonds
que ça génère une concurrence entre assos, ce qui est absolument dingue. C'est insupportable. Il y a des gens qui travaillent à bâtir des coalitions aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est des démarches vachement intéressantes. Ouais. Je fais un petit POC auprès de mon copain Fred Bardot, qui va vraiment aller dans ce sens-là, sur des thématiques. Voilà, parce que c'est un gros enjeu. Oui. Parle-nous de la SOS. Vous en êtes où aujourd'hui, 20 ans après? Alors, en 2 mots, je comprends que l'objet, c'est d'apporter de la joie de vivre par de l'événementiel auprès des patients, de leurs familles, des aidants, parce que c'est tout un écosystème qui est c'est pas un enfant qui a mal, c'est tout de tout. On part du principe que quand un enfant ou un adulte est malade, c'est toute la famille qui est malade. C'est sûr. Et donc, on a décidé depuis 20 ans de s'occuper du patient, des aidants, accompagnants, jusqu'au personnel soignant, parce qu'en fait ils sont dans cet écosystème. C'est sûr. Et donc quand on réalise un rêve, on le réalise pour toute la famille. Quand on propose un séjour de répit ou de ressourcement, on le propose à toute la famille, parce que le patient a besoin de répit, a besoin de vacances, mais toute la famille en a besoin. Bien sûr. Et donc chaque fois qu'on mène une action, c'est un budget multiplié par 5, parce qu'on a 5, 6, 7, 8 personnes. Et c'est avec plaisir. Je fais une petite parenthèse personnelle, mais je suis passée par ces stades-là d'aidante, pas de malade, mais d'aidante récemment. Et effectivement, il y a un épuisement de tout l'écosystème. Ça embarque beaucoup. Ouais. Oui, et puis en fait, ça embarque même plus large, parce que les aidants de première proximité sont embarqués par nature, mais eux-mêmes embarquent leur propre famille. Exactement. Tu étais très drainé. Donc je comprends bien ce qu'apporte ton association, et ça m'émeut beaucoup de t'interviewer aujourd'hui. Merci. J'ai compris que vous étiez présent dans 170 hôpitaux. 180 maintenant. 180. Moi, depuis quelques temps, on me dit 180. Ouais. Et même 230 services hospitaliers. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, on est parfois dans le service oncologie pédiatrique, mais on est à l'étage au-dessus dans le service cancéro-adulte. Oui. Et donc, les hôpitaux nous disent, puisque vous réalisez des rêves au premier étage, est-ce que vous ne pouvez pas réaliser des rêves au 2e étage pour les adultes? Et donc, c'est 230 services hospitaliers aujourd'hui. Et par rapport à ta question, en fait, ça fait 20 ans. Premier truc pour terminer sur l'engagement, c'est que moi, quand je lance l'association, je me dis, je fais ça pendant 4 mois, donc j'y suis resté. Après, je me dis, je fais ça pendant 5 ans, mais à un moment ou à un autre, je vais laisser la main. Bon, ok, je fais ça pendant 10 ans parce que personne ne prend la main, très bien, mais je m'étais dit 10 ans, c'est la barrière. Tu vois, tu peux pas rester président bénévole au bout de 10 ans, etc. machin. Et je sais pas comment ça s'est passé, j'ai pas vu le truc passer. Je suis passé de 10 à 20 ans, comme qui rigole. Et quand on s'est rappelé, donc là, on fait nos 20 ans cette année, je me suis dit, attends, il y a un trou spatio-temporel, il y a un problème quelque part. Bon, là, donc j'y suis depuis 20 ans. Nicolas, je te donne rendez-vous dans 20 ans, tu y seras encore. Ne me menace pas. D'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu peux nous raconter... Alors, j'ai envie de te demander 2 choses différentes, mais je te balance les 2, tu le prends dans l'ordre ou dans le désordre. Le tout début, tu vois, alors je comprends bien que vous êtes retrouvé avec un petit magot dont alors qu'il n'était pas un magot d'ailleurs, parce que c'était pas énorme, mais quand même un budget. Ouais, c'est ça. Vous aviez un budget. Exactement. Du coup à prendre en charge. Et vous aviez du coup la responsabilité de proposer quelque chose, mais exactement. Pour autant, vous étiez novice. Donc j'aimerais bien que tu me racontes les premiers rendez-vous à l'hôpital, comment tu as été reçu. Qu'est-ce que c'est parce que tu nous disais c'est dur en fait de monter, de faire ton commercial et de faire ton porte-à-porte pour un événement, mais j'imagine que tes premiers rendez-vous avec le monde hospitalier, il n'a pas été facile non plus, même si tu arrivais avec du budget. Ouais. Je veux bien que tu me racontes ça. Et puis aussi, 20 ans d'associatif, c'est énorme. Est-ce que tu peux m'en raconter ça se résume pas en 5 minutes, mais si tu as un moment ou 2 dont tu aimerais nous parler, c'est le moment. Avec plaisir. Alors les relations avec les hôpitaux d'abord, en fait c'était facilité parce que mes visites de bénévoles engagés dans les hôpitaux dès le début ont fait que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai vu les chefs de service, les cadres de santé, les assistants sociaux aussi, puis en fait j'ai compris que ces gens avaient des besoins, et puis quand tu le fais pour un hôpital, il y a l'hôpital d'à côté qui dit mais en fait nous aussi on aurait besoin, et puis l'hôpital d'à côté, puis en fait tu passes de 1 à 3 à 10 à 20 à 180. Donc ça c'est développé tout seul en fait, par le bouche
bouche à oreille. Très rapidement. Ouais. Parce que, voilà, et puis surtout, tu te rends compte qu'ils ont tous les mêmes besoins. Les hôpitaux ne se parlent pas, en fait, parce qu'ils sont dans leur couloir aussi, qu'ils n'ont pas le temps, etc. Et typiquement, la relation avec les hôpitaux, nous, on l'a accéléré très rapidement avec un truc, alors, que je pensais, mais d'une banalité terrible, et en fait, qui est un truc très, très singulier. C'est qu'en fait, on a créé, il y a 20 ans, le premier séminaire interhôpitaux. C'est-à-dire que depuis 20 ans, tous les ans, on fait un séminaire avec nos 180 hôpitaux et on les fait se rencontrer. Et alors quand je parle des hôpitaux, je ne parle pas des directions générales avec qui on s'entend. Chaque année, elles nous signent un contrat entre guillemets, elles adoubent l'association Tout le monde contre le cancer en disant oui, vous êtes une association agréée, donc on a un agrément dans tous les hôpitaux, tout ça est très sérieux. Mais une fois qu'on a signé le papier avec la direction générale, notre quotidien à nous, il est avec les chefs de service, les cadres de santé, les animateurs et les assistants sociaux. Et donc depuis 20 ans, on les réunit en séminaire. Et en gros, tu as l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy qui discute avec l'hôpital de Biarritz, avec la Timone à Marseille, avec Jeanne de Flandre à Lille, et puis avec l'Oncopole de Toulouse, etc. Et tous nos chefs de service ou cadres de santé discutent. Et là, on s'est dit, vous savez quoi ? Nous, on veut vous réunir pour que vous partagiez vos bonnes pratiques. Qu'est-ce que tu fais, toi, qui marche bien et que le service à l'autre bout de la France pourrait réutiliser ? Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas, qu'on doit arrêter ? Et surtout, de quoi avez-vous besoin ? Et là, nous, en tant qu'association, on va être à l'écoute pour essayer de répondre à ces besoins. Et là, en fait, c'est vachement intéressant aussi parce que tu sors de ta posture, en fait. Hein. Tu n'es plus quelqu'un qui arrive avec une offre de service. Tu es vraiment, mais peut-être que là c'est ton métier de journaliste, tu es très humble, tu es à l'écoute de ceux qui font. Quand tu dis que tu viens les interroger, tu les interroges sur leurs besoins dans le parcours du patient. Exactement. Hein, c'est bien ça. Parce pour les patients. Il ne s'agit pas de t'inventer sur les traitements médicaux. Surtout pas. Hein. On n'y connaît rien. J'ai 3 trucs à te dire là-dessus dans ce qui nous anime. Un, je dis toujours à mes bénévoles, en fait, ne surestimons pas notre engagement. On ne sait pas sauver des vies. Les chercheurs sont là pour y travailler et les médecins aussi. On ne sait pas rallonger les vies. Le personnel médical est là pour ça. Nous, le seul truc que l'on sait faire, c'est la minute de joie. Donc, engageons-nous pour faire cette minute de joie. Il se trouve que parfois c'est 2 minutes, parfois c'est 1 heure, parfois c'est une journée, parfois c'est une semaine. Donc, on fait ça. La deuxième des choses dans ce que l'on se dit là, ça me rappelle en fait que je suis parti sur le mauvais pied dès le début. Parce que quand je déboule, moi, là-dedans, dans la lutte contre le cancer et dans les hôpitaux, je viens avec, comme n'importe quelle personne qui s'engage, avec mes propres idées, mes propres fantasmes d'engager. Et en fait, j'ai quoi ? J'ai un carnet d'adresses qui fait que j'ai des milliers d'invitations dans un parc d'attractions aux portes de Paris. Et donc, toutes les semaines, j'ai à l'hôpital et on va aller chez, je les salue ici parce que ce sont des super partenaires, Disneyland. Donc, on va chez Disney. Et puis, j'ai plein de cadeaux, j'ai fait ça, machin. Et au bout d'un an, les médecins voient l'énergique, l'engagé, l'enragé que je suis, et tout d'un coup, il me convoque, il me dit attends, Nicolas, juste, si tu as autant d'énergie, si tu as autant d'envie, et si tu as autant de temps en fait à consacrer, c'est génial. Juste un truc, tu vas changer. On va te demander de la fermer. C'est-à-dire, arrête de vouloir réaliser tes propres fantasmes ou tes idées à toi, parce que tu penses que pour toi, les parcs d'attraction, c'est le seul truc qui sauve la vie. Non. Si vraiment tu as de l'énergie et tout, tu la fermes, tu vas nous écouter. Et nous, on va te dire ce dont on a besoin. Donc en gros, arrête de venir avec tes idées, écoute nos besoins. J'ai pris une claque énorme à mon ego. Et tout d'un coup, j'ai compris ce qu'était. Mais oui, et j'ai compris ce qu'était l'engagement. En fait, l'engagement, c'est pas venir avec ses idées. C'est écouter les besoins des autres. Ouais. Et ça a été un paradigme, mais un changement de paradigme, mais total. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ils ont raison. Ouais, mais je dois offrir mon énergie. À ta décharge, tu venais de grands groupes, en fait, de grands groupes médias. Oui. Mais comme dans médias ou pas médias, dans tous les grands groupes, en fait, surtout à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, et encore, on est quand même dans des cultures assez verticales. Exactement. Et je pense qu'inconsciemment, ça nous nourrit, ça nous forge. Bien sûr. Et c'est ce qu'on reproduit derrière d'instinct. Mais bon, t'as été à bonne école et surtout, t'as eu la chance d'être repris. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, juste pour terminer là-dessus, c'est de là qu'est né le fait de dire, on la ferme, on écoute, et là, on va écouter les hôpitaux. D'où le séminaire avec les hôpitaux.
hôpitaux qui nous parlent de leurs demandes. Et la deuxième chose là-dessus, c'est qu'on les fait surtout échanger un maximum sur leurs besoins. Et c'est après ça que je vais commencer à dire, ok, ils ont besoin de ça à l'hôpital, donc maintenant, je vais regarder dans mon réseau ce que je peux faire. Et j'ai tellement rencontré de gens qui venaient me voir avec justement leurs idées en disant, je vois ce que tu fais, moi aussi je veux monter des concerts. Je dis, mais non, mais le sujet c'est pas le concert. Le sujet c'est le cancer, pour faire un mauvais jeu de mots, mais le sujet c'est de quoi les hôpitaux ont besoin. Et c'est ça notre seule feuille de route. Et pardon, ce qui nous définit aussi, ça m'a fait basculer sur un truc génial à ce moment-là. C'est qu'en tant qu'engagé, je recevais évidemment des messages de familles d'enfants malades tous les jours. Je pleurais tous les jours. Et donc, une famille te demande, je sais pas quoi, de rénover leur appartement, un autre de l'argent, un autre une voiture, un autre machin. Et à l'époque, en fait, on finançait tout ça. Alors, tout, j'exagère, mais on finançait beaucoup de choses comme ça. Et à un moment ou autre, les hôpitaux m'ont dit, attends, ne te laisse pas embarquer, ce ne sont pas tes émotions qui doivent décider du financement. C'est qu'est-ce que tu sais de la véracité en fait du projet. Est-ce que la famille en a vraiment besoin ou pas, parce que la question sans tabou se pose. Et voilà. Et à ce moment-là, on a aussi tout changé dans l'assaut. Donc je te dis, ça a mis 1 an. Heureusement, on a tout changé en 1 an. Mais on a compris un truc, c'est que les hôpitaux ont dit, attends, demande-nous d'abord. On n'a pas le droit de te parler du dossier médical, mais on saura te dire si oui, la demande est crédible ou pas. Et à ce moment-là, on a construit l'association sur le fait que, aujourd'hui, depuis 20 ans, en fait, on reçoit beaucoup de demandes de familles et de patients. On n'y répond plus, sauf Paulima, évidemment. Bonjour, on a bien reçu votre petit monde et de tout cœur avec vous dans votre combat. Et pour votre demande, envoyez-la à votre hôpital et votre hôpital nous saisira. En fait, pour nous, aujourd'hui, notre contact, ce sont les hôpitaux. Et c'est les hôpitaux qui nous disent ce dont ils ont besoin pour les patients. En fait, progressivement, tu as mis en place un process. Exactement. C'est pas un gros mot, mais tu vois, et une gouvernance. Exactement. Et je l'avais pas. Oui, mais c'est normal. Et ça a tout changé. Mais, enfin, tu l'avais pas, mais quelque part, c'est aussi hyper sain de commencer par agir. Et puis, tu te cognes et tu t'améliores. Parce que tu vois, si tu attends d'être parfait, tu ne lances jamais rien. Exactement. Et j'ai fait plein d'erreurs cette première année-là. Et on a continué, évidemment. Malheureusement, j'ai dû en faire plein. Mais le fait que j'ai eu cette discussion, mais sans tabou, sans langue de bois, avec des médecins, a fait que très rapidement, j'ai compris comment être 100 fois plus efficace à leur service. Oui. Alors, à leur service... pour autant, tu réalises en fait le rêve ou le besoin d'une famille ou d'un patient. Exactement. Tu as un double client, hein, si je comprends bien. Il y a les deux. Il y a une validation de l'hôpital, mais l'origination de ce que tu vas aider, c'est bien le malade ou son entourage. Et d'abord parce que ça va aux patients et à leur famille, mais aussi parce que pour le patient et pour sa famille, l'hôpital va nous dire, ah oui, mais tiens, nous on aurait besoin que vous nous aidiez à rénover une salle de jeu, une salle d'adolescents, une salle d'opération. Donc ça peut être aussi pour l'hôpital. Et je te donne juste un exemple, puisque je te parle de ça. Dans le séminaire, il y a quelques années, parmi les milliers de projets, mais il y a quelques années, il y a l'hôpital de Angers qui nous dit, nous, dans la salle de parents, à l'hôpital, donc on a des parents qui passent plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Dans la salle de parents, il y a juste un micro-ondes. Ça induit que quand tu es parent, que tu as l'hosto, tu n'as qu'un micro-ondes pour faire ta bouffe. Ça veut dire en gros que tu vas acheter du surgelé pour faire ça. Et donc, non seulement c'est pas chaleureux, mais c'est pas top non plus. C'est de la malbouffe. C'est de la malbouffe derrière, etc. Et tout d'un coup, en séminaire, ils nous disent qu'est-ce qu'on pourrait imaginer là-dessus, parce qu'on a un truc à faire pour les parents là-dessus. Puis t'as l'hôpital du Havre qui lève mal la main, l'hôpital de Tours, et puis t'as les autres hôpitaux, Montpellier, etc. Ils disent, mais oui, mais c'est vrai, nous aussi, c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on va brainstormer ensemble, et nous, dans l'association, on va leur dire, ok, vous êtes en train de nous dire que peut-être il faut créer un lieu chaleureux. Le lieu le plus chaleureux dans une maison, c'est la cuisine. C'est là où l'on se retrouve, c'est là où l'on se lâche, c'est là où l'on parle, et c'est là où finalement on partage. Et donc on dit ok, ça vous irait. Nous, ce qu'on pourrait vous proposer, c'est de vous faire des cuisines, carrément. Ok. Et les cuisines, on va les imaginer comme le lieu pour faire sa bouffe, le lieu de rassemblement, le lieu aussi pour faire venir un nutritionniste, pour faire des cours, des ateliers de nutrition, et le lieu aussi pour faire venir des chefs, pour faire carrément des ateliers un peu rigolos. Et de ce brainstorming est née notre action qui s'appelle Rénovaction. Et en fait, là, on vient d'installer notre 9e cuisine dans 9 hôpitaux. Et dans 2 ans, on aura fait 35 cuisines dans 35 hôpitaux. Ouais, génial. Et pour ça, il y a la demande.
il y a le besoin en fait qui est exprimé. Il y a, nous, ce qu'on peut imaginer, c'est le premier étage de la fusée. 2, aller chercher les financements. 3, aller chercher les partenaires. Et je les cite parce que les partenaires viennent en pro bono. Là, tu as les cuisines Ixina et Elodie Coutan, qui est la DG géniale d'Ixina, qui dit ok, mais moi, bingo, je te suis avec tout le réseau de franchisés. Et donc les franchisés Ixina viennent nous offrir la cuisine avec tout le matériel. On a le lave-vaisselle, on a le four, on a le four micro-ondes, on a les plaques, on a tout offert. Alors, au travers de cet exemple, Nicolas, ce qu'on voit aussi, c'est la structuration de tes équipes. Parce qu'on comprend bien que l'animation de séminaires avec tout la PHP, que du coup, du sur-mesure, les démarchages tous azimuts correspondants, enfin, on comprend bien que c'est un besoin de structuration important de l'association. Donc ça fait 20 ans, évidemment, c'est plus la même que l'association des débuts. C'est l'occasion, pardon, mais ouais. C'est l'occasion de rendre hommage, je le fais tout le temps parce que je les aime plus que tout, c'est l'occasion de rendre hommage. J'ai 17 salariés permanents dans l'association, on a commencé à 0, on est à 17, ils sont 17, moi je reste président bénévole, j'insiste bien sur président bénévole, j'ai jamais touché un centime de l'asso, j'y mets mon temps, mon argent, c'est mon choix, mais pour tous nos déplacements, mes déplacements, quand je dois aller voir un partenaire quelque part, c'est moi qui paye le resto, quand je dois aller le voir à l'autre bout de la France, je paye mon train, mon hôtel, etc. Enfin, c'est ma poche, et c'est normal, mais je rends hommage à mes 17 salariés qui sont incroyables, qui gèrent les actions dans les hôpitaux, la recherche de financement, la gestion en fait du réseau de bénévoles, les finances et la comptabilité, la communication, etc. 17 salariés géniaux et 350 bénévoles incroyables aussi. Donc j'ai une famille géniale. Ah, ça c'est sûr, et tu leur rends bien. Et en même temps, je reviens sur le fait que tu t'es réinventé, parce que, tu vois, entre le journaliste que tu étais et le développement d'une association, tu vois, une association, finalement, c'est comme une start-up ou une PME, tu vois, il y a des étapes. Exactement. Tu as eu l'idée, tu y as été, tu t'es un peu cogné, tu t'as pivoté, tu as réinventé le truc, mais après, tu as été, tu dis 350 bénévoles, il faut les recruter, il faut les animer, il faut les fidéliser, il faut... T'as toute une croissance de ton siège, j'allais dire Exactement. Petit siège, mais à 17, c'est déjà plus un petit siège, de ton siège à faire. Et c'est une croissance douloureuse, mais oui. J'allais dire patron de PME, mais presque. C'est quoi les étapes là-dedans? Est-ce que tu as des moments importants? Est-ce que tu t'es senti tout faire? Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, en fait, ça passe par le fait de laisser la main sur l'opérationnel? Exactement. En fait, dans ma vie d'engagé, au tout début, je me suis dit, je fais partie de la génération qui a été traumatisée par les scandales qu'il y a pu y avoir il y a 30 ans dans le monde caritatif avec des détournements de fonds, etc. Donc j'étais traumatisé par ça. Et donc, quand je lance l'association, je me dis, on va la gérer que entre bénévoles. Il n'y aura pas de frais de fonctionnement, sauf une personne qui assurait le secrétariat, la partie administrative, etc. Mais il n'y aura personne d'autre parce qu'après tout, c'est à nous, bénévoles, de le faire. Et donc tu le fais, toi avec ton regard à toi, avec tes moyens aussi. Moi, je vis de tous mes comptes en banque. À ce moment-là, mon banquier m'a appelé au bout d'un an en me disant, dis donc, t'as plus rien sur le compte. Voilà. Ouais. Donc c'est là où il a fallu que... j'ai monté mon agence de com à côté parce qu'il a fallu que je gagne ma vie. Donc voilà, mais je mettais mon temps, mon argent et on était tous là-dedans. Sauf qu'au bout d'un moment... en fait, on a notre 3e salarié qui arrive, qui était une super chef de projet à Paris, qui vient. On avait plein de projets, plein de choses qui avançaient, et tout d'un coup, on s'est soufflé dans notre bénévolat. En fait, on était très heureux, mais si tu passes 24 heures, on se réunissait tous les vendredis, mais tous les jours de la semaine, on s'appelait. Enfin, vraiment, c'était passionnant, dense, mais limite burn-out, charity, tu sais où c'est très fréquent dans le bénévolat. Et là, donc, on allait un peu trop loin, et un jour, cette salariée-là nous dit, écoutez, tout le conseil d'administration, il va falloir qu'on fasse un choix. Soit vous voulez continuer tous les projets que vous avez lancés, et auquel cas il va falloir embaucher des gens, soit on les arrête et on fait que ce que vous pouvez faire en tant que bénévole. Mais si vous voulez continuer les projets, il va falloir payer des gens pour faire le boulot que les non payés ne peuvent plus faire. Et je me souviens toujours de cette phrase qui a été un déclic. Et là, je me suis dit, mais elle a 100 fois raison. À mon autre, il faut se professionnaliser. Et c'est à ce moment-là que l'on a basculé. Et Aurélie, puisqu'elle s'appelle Aurélie Dufourmentel, on l'a passée de chef de projet à délégué général de l'association.
une fille brillante, incroyable, qui a mené l'association là où elle en est aujourd'hui. Elle a passé la main de déléguée générale il y a 5 ans, mais elle est restée administratrice en revanche derrière. Mais voilà, on a basculé. À un moment ou un autre, il a fallu professionnaliser parce que l'association n'aurait pas survécu. On s'épuisait, on aurait tous abandonné à un moment ou un autre. Et là, en fait, on a des gens incroyables, très professionnels, et surtout dans nos bénévoles à côté. On est allé chercher encore plus de bénévoles, des bénévoles avec des compétences que l'on n'a pas, des bénévoles avec des réseaux que l'on n'a pas, et des bénévoles avec du temps que l'on n'a pas. Ouais. Et c'est une compétence en tant que telle, l'animation. Bien sûr. Aller développer un réseau de bénévoles et l'animer, c'est pas facile. On a une salariée, Émilie, qui fait ça au quotidien, c'est son métier. Ouais, génial. Elle le fait magnifiquement bien. Et à côté d'elle, on a une commission bénévole qui anime ça. Ouais. Alors, je vais te faire revenir à la question que je te posais tout à l'heure, parce que mes questions doubles, elles sont horribles. Tout le monde. Pardon, je suis bavard, vraiment. Non, pas du tout, c'est de ma faute. J'ai deux idées qui se percutent, je les pose en même temps, mais c'est pas grave, j'y reviens après. Est-ce que tu as un moment fort, un souvenir, tu vois, que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui ? J'ai énormément de souvenirs. Je m'en doute. D'abord, je suis un déglingué des émotions, pour tout te dire. Alors, je tente de travailler ça chez une psy, c'est efficace, mais les émotions, tu les gardes à vie. Donc, je dis très souvent, dans l'association, en fait, j'ai 2 trucs qui m'animent. Un, je suis très, très, très heureux d'être un président bénévole, très engagé, mais j'ai envie d'arrêter tous les matins, depuis 20 ans, parce que l'engagement, comme tous les gens engagés, c'est compliqué. Quand tu es président bénévole, en fait, tu gères 75% d'emmerde. Et il faut juste avoir le logiciel pour capter que les 25% qui te restent sont des petits bonheurs, mais tellement intenses, allez, qu'ils te font oublier les 75% d'emmerde, parce que vraiment, tu gères ça. Donc, tous les matins, j'ai envie d'arrêter, mais tous les soirs, je sais pourquoi je continue. Donc parce que tous les soirs, j'ai vu ce qu'on a fait dans la journée, dans l'association, parce que je sois moi sur le terrain ou pas, je suis informé tous les jours un peu de ce qui se fait et j'ai des fiertés. Mes équipes font des trucs tellement incroyables. Donc voilà, c'est le message des hôpitaux, c'est les messages des parents d'enfants hospitalisés ou des adultes. Tout ce que l'on reçoit aujourd'hui fait que tous les soirs, en fait, tu dis ok, je vais continuer un jour de plus, et donc ça fait 20 ans que je continue un jour de plus. Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que quand je me suis rendu compte qu'en fait je ne pouvais pas sauver le monde, ça m'a délesté de plein de fantasmes. En gros, je ne fais que ce que je peux faire. Donc tous les petits bonheurs au quotidien, je les prends. Donc j'ai des souvenirs incroyables, je pleure tous les jours. Mais je dis toujours aux bénévoles, on a tous le droit de pleurer, on a tous le droit d'être ému, ne le faisons pas devant les patients. Parce qu'ils ont déjà, eux, leur charge mentale qui est énorme, la charge émotionnelle qui est énorme, donc planquez-vous. Ne pleurez pas devant les patients, ne pleurez pas en disant « Oh mon pauvre, ce qui t'arrive, non, ça c'est nul ». Voilà. Mais en revanche, entre nous, donc on a une cellule psychologique dans l'association pour nous accompagner. C'est quelque chose qu'avait développé les Petits Princes aussi. Parce que... Exactement, mais comme beaucoup d'assauts, on l'a fait tous, parce que ça libère la parole et ça nous décharge, parce qu'on est tous avec nos charges professionnelles et personnelles. Et puis parmi toutes les causes qu'on peut choisir, celle-là, c'est quand même de l'accompagnement de personnes malades, éventuellement qui vont décéder. Donc il y a un investissement émotionnel qui est très difficile. Exactement. Pour toi, pour les membres de l'association, pour les bénévoles. C'est sûr que tu as besoin d'accompagnement. Et pendant tout ce parcours-là, avec ces gens-là, parmi les belles histoires, j'en ai des milliers, mais si je devais t'en garder une ou deux comme ça, je pense spontanément à l'un des premiers enfants que l'on a accompagné, qui était adolescent, qui était malade et qui, à l'hôpital, avait finalement une bulle de réconfort qu'il ne pouvait pas avoir dans le milieu social défavorisé dans lequel il est né. Et donc à l'hôpital, en fait, il avait des cadeaux, des rêves, de l'animation, et il avait la sociabilisation, il avait tout. Et puis nous, l'association, on nourrissait tout ça évidemment. Et quand tout d'un coup, on lui a annoncé que ça y est, il était guéri, il était en rémission, il pouvait retourner chez lui, etc. Là où pour la plupart des gens, c'est un cadeau de retourner chez soi. Pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Parce que le chez-soi, en fait, est un chez-soi qui est juste terrible, sans moyens, sans lien social, etc. Et je me souviens toujours de cet adolescent qui m'appelait et qui disait j'ai appris que dans 15 jours, l'association emmenait les enfants chez Disney. Moi, j'aimerais bien y aller aussi parce que tu sais, là, je suis en rechute, je vais très mal, ça me ferait du bien, etc. Et il insistait. Et j'ai dit, écoute, oui, mais tu sais, c'est l'hôpital à qui on donne les 500 places, c'est l'hôpital qui va décider, quoi. Oui, mais tu comprends, moi j'aimerais, bon. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Et donc j'appelle le médecin que je connais bien. Elle me dit, Nicolas, moi j'ai un secret professionnel, je peux rien te dire. Elle me dit juste,
dis-toi qu'un patient en rémission, guéri, c'est peut-être la pire des choses qui puisse lui arriver comme nouvelle, parce qu'en fait il va retourner dans un milieu où, vu qu'il n'est plus dans les listes de patients, en fait il n'ira plus chez Disney, il n'aura plus de cadeaux, il n'aura plus de visites. Oui. Et donc là j'ai compris, j'ai rappelé cet ado et je lui ai dit, écoute, en fait il n'y a plus de place chez Disney. Vraiment, pour les patients, il n'y a vraiment plus de place, c'est bien dommage. Et en revanche, tu sais quoi, tu m'appelleras quand tu seras guéri ou en rémission, et à ce moment-là, tu viendras bénévole dans l'association. Ah, génial. Et en fait, j'ai joué là-dessus, il a tenu 3 jours. Et au bout de 3 jours, il m'appelle à me dire, oh dis donc, en fait c'était une fausse alerte, vraiment, je ne suis pas malade, je suis guéri en rémission. En fait, il m'avait pipoté, évidemment, sur son état de santé pour pouvoir bénéficier. Je l'ai libéré sans lui dire que j'étais au courant, et en lui disant, voilà. Et là, il me dit, j'ai dit, écoute, super. Puisque tu es en rémission, tu sais quoi, tu viens avec les bénévoles et là tu viens chez Disney et tu vas encadrer. C'est le plus beau cadeau, il est resté bénévole. Ouais, et bien sûr, quelle belle histoire. Donc il y a lui et puis on a plein de patients qui ont bénéficié de l'association il y a 5, 10, 15, 20 ans. Bien sûr. Et qui sont devenus des bénévoles, qui sont devenus des donateurs et qui sont devenus des partenaires. Bien et sûr. Ça m'émeut toujours. Quel plus beau cadeau pour la sauce. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, Nicolas ? D'abord, alors, il y a 2 choses. Chaque fois que je prends la parole pour parler de l'association, le premier truc que je dis aux gens pour sensibiliser, c'est si vous avez dans votre entourage quelqu'un de malade, peu importe la maladie, on sait tous que quand un pote nous annonce sa maladie, on est tous très emmerdés avec ça et on se dit, mince, qu'est-ce que je vais dire ? Je ne sais pas que dire, donc je ne dis rien. Donc j'envoie pas de message. Donc voilà. Donc vous sentez emmerdé avec la nouvelle en vous disant je fais rien, je sais pas, je suis très enquiquiné. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que de l'autre côté, en fait, le téléphone ne sonne plus. Ouais. La personne touchée par la maladie ne reçoit plus de coups de téléphone. Alors, pour des bonnes et des mauvaises raisons, on est tous gênés. Sauf qu'on oublie que cette personne-là... Il a à faire face à la solitude en plus. La solitude en plus. Alors, si je gagne un truc aujourd'hui, et tous les jours je le dis quand je suis vraiment en porte-parole de l'association, je dis, si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui est malade, mais que vous n'avez pas osé contacter parce que vous ne saviez pas que dire, faites-le immédiatement. Vous envoyez juste un SMS. Coucou, je pense à toi. Salut, j'espère que tu vas. Hello, je suis là si besoin. Salut ma couille, si t'es dispo, on va se reboire un verre quand tu veux. Et juste ça. Donc ça c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est dire aux gens, arrêtez de regarder les malades avec pitié, avec condescendance, ils n'ont pas besoin de ça. J'ai un mot que j'ai créé là-dessus, mais en fait je déteste la bienveillance. Et en fait la bienveillance, c'est le fameux oh mon pauvre, oh j'imagine, bah non, c'était pas passé par là, t'imagines pas. Donc arrête de dire j'imagine. Et en fait c'est changeons les mots, arrêtons de les regarder. Vous savez quoi, ces gens-là, il faut arrêter de les regarder comme des futurs morts. Parce qu'en fait ce sont des futurs vivants. Ils sont plus vivants que vous et moi. Donc à un moment ou l'autre, voilà. Et donc ça c'est méga important de le faire. Et le troisième truc, c'est que quand je suis sur scène, je dis tous les jours, j'étais hier soir sur scène pour un événement et on m'a fait parler de l'association aussi. Et donc je dis toujours, vous savez quoi, on va arrêter les minutes de silence qui font chier tout le monde, on va faire des minutes de bruit. En fait, accompagner les patients, c'est faire du bruit. C'est continuer à faire le bruit que l'on faisait avant. C'est continuer à faire du bruit dans l'hôpital. La philosophie de l'association, c'est tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Et ben nous, c'est tant qu'il y a du bruit, tant qu'il y a de l'ambiance, tant qu'il y a du bordel, tant qu'il y a du bazar, il y a de la vie. Non mais tu romps avec l'isolement en fait du patient. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, tu ramènes de la vie. Alors, merci pour ce rappel à l'ordre, tu vois, parce qu'effectivement, ça peut être une pente pour chacun d'entre nous. On se protège, on a peur de mal faire. Et je ne donne pas de leçons. J'étais celui qui n'envoyait pas de message aussi. Et je me force à le faire parfois parce que je suis très gêné de le faire. Mais je le fais parce que je sais le bien que ça fait en face. Mais je te ramène sur ma question. Comment on peut t'aider ? Comment on peut aider l'asso ? Alors, merci de le proposer. Tout le monde peut aider. En fait, d'abord, on peut avoir besoin de bénévoles. Vous avez 1 heure dans l'année, je sais exactement que vous faire. Vous avez 1 heure par mois, c'est encore mieux. 1 heure par semaine, voilà. Vous avez 1 heure par jour, c'est très bien. En clair, vous pouvez être bénévole ultra ponctuel ou bénévole régulier. On a besoin de vous. On a un food truck qui va dans les hôpitaux pour faire des journées gastronomiques. On a un spa itinérant pour faire des soins de socio-esthétique. On est le plus gros fournisseur de Noël. On fait 200 Noël dans 200 hôpitaux. J'ai besoin de vous pour le préparer pendant 6 mois. On fait en janvier la galette des rois. En février le carnaval dans tous les hôpitaux. En mars et avril, on fait la chasse aux œufs pour Pâques. On fait 3 tonnes de chocolat dans les hôpitaux. Là, on prépare la fête des parents, fête des pères, fête des mères. On a la fête d'été. À la rentrée, on accompagne les enseignants. On a Halloween, on appelle ça
la fête de la citrouille et Noël. Donc on fait tout ça. On a besoin de vous pour aller dans les hôpitaux. On amène les gamins des hôpitaux dans des concerts le soir parce qu'on a plein de places de spectacles offertes. Il nous faut des gens pour encadrer à Bercy, au Zénith, partout en France. On a le tournoi de Roland-Garros qui nous offre des places. Il me faut des gens pour les accompagner. Donc génial. On a besoin de gens qui ont du temps. Deuxièmement, on a besoin de compétences. Vous avez du temps et un peu de compétences surtout. Moi, j'ai besoin de SI, j'ai besoin de RH, j'ai besoin de gens en communication, j'ai besoin de photographes, j'ai besoin de caméraman, parfois pour aller faire des portraits dans les hôpitaux. J'ai besoin de logisticiens. En fait, si vous avez des compétences ou si votre entreprise peut nous détacher en mécénat de compétences des équipes, on est très preneur. Et 3, le nerf de la guerre, bien sûr qu'on a besoin d'argent. On tente d'être à la sauce la mieux gérée du monde, on n'a que 8% de frais de fonctionnement. Oui, c'est très faible. Ouais. Donc on est ultra rigoureux. L'association est en train de changer de locaux, par exemple. On s'installe dans des nouveaux locaux, on ne paye pas les travaux. J'ai trouvé la peinture gratos, pas moi d'ailleurs, mon équipe a trouvé la peinture gratos, mon équipe a trouvé les peintres gratos, on a trouvé tout le mobilier gratuit, un cabinet d'avocats qui déménageait. Bon, il nous manque 150 mètres carrés de carrelage. Si vous voulez nous trouver des stocks de carrelage, je cherche du carrelage. Je fais appel aux maçons qui nous écoutent. Mais oui, si tu connais un gros distributeur des grands magasins de carrelage, on en cherche. Bon, bref. Mais donc, l'argent, il n'est pas du tout pour le fonctionnement de l'assaut, parce que ça, pour le coup, on a déjà trouvé les partenaires. On a besoin d'argent parce que les hôpitaux nous demandent parfois des actions qu'on a du mal à financer, parce que tu peux pas mettre un logo partout. Et donc, on cherche des mécènes pour réaliser nos 1000 actions dans les 230 services hospitaliers. Super. Donc, partout, de tous les coins de France et de Navarre, exactement. De toutes les compétences, de tous les budgets ou les budgets temps, on peut dire ça comme ça, dans tous les cas, tout le monde contre le cancer. Exactement. Génial. Pardon, j'ai éternué, ça s'est vu, ça s'est entendu. Ouais, aucune importance, on le garde. Donc, voilà. Mais oui, vous êtes tous. Alors nous, on les appelle les anges gardiens. Donc j'ai des paires d'ailes d'ange en fait dans les placards. Si vous voulez des paires d'ailes d'ange et tout, c'est un rossignol qui vous le dit, ça aide les ailes. On va venir voler avec toi. Exactement. Quelques questions finales, Nicolas, si tu veux bien. J'aime demander à mes invités s'ils ont un livre à nous recommander. Tu vois, est-ce que tu as lu quelque chose récemment ou il y a longtemps, peu importe, mais qui a été important sur ton chemin et que tu aimerais nous transmettre, toi qui as été gros lecteur? Il y en a énormément. Alors, je dirais un truc banal, mais Le Petit Prince a été un vecteur de mes rêves, de facilitateur de mes rêves, etc. Il y avait Mon Bel Oranger de Vasconcelos aussi. C'était un bouquin que j'adorais lire adolescent et qui me plaisait beaucoup. Ouais, j'ai des milliers de livres. J'adore Le Regard sur le siècle d'Edgar Morin, vraiment, parce que philosophe qui a 102 ans, 103 ans, je crois même maintenant. J'ai eu la chance de l'interviewer pour fêter ses 100 ans. Quelle chance. À la Cité de la Réussite, qui est un événement incroyable que j'ai le plaisir d'animer. Et j'ai fait un grand entretien avec Edgar Morin. Il avait 100 ans ou 101 ans. Quel cadeau de la vie, Nicolas. Au Panthéon, figure-toi. En plus, on était dans le Panthéon, moi, etc. Donc, j'ai adoré lire Le Regard sur le siècle d'Edgar Morin. Ça fait partie de mes livres de chevet. Ouais, dans mes bibles de chevet. Alors, il y a des essais, mais il y a aussi beaucoup de romans. Et pour nourrir ma créativité, parce que l'association est d'abord une entreprise de créativité, je suis un très très gros lecteur de polar. J'adore bouffer la collection de livres de Michel Bussy, pour passer donc à autre chose. Si vous lisez du Bussy, c'est chouette. J'adore lire Fred Vargas pour l'histoire. En fait, ouais, il y a plein de choses qui me nourrissent en fait au quotidien. On en a pour tous les goûts, entre Le Petit Prince, Edgar Morin et les polars. Exactement. Et Fred Vargas, on a nos bagages pour l'été sont complets. Exactement. Je te remercie. Une dernière question, Nicolas, si tu veux bien, qui est ma question finale toujours. À quelle personne inspirante et engagée tu aimerais passer ce micro? Pour toi, c'est particulièrement difficile. J'en ai plein. Tu vas me remplir mes invités pour les 3 mois qui viennent. Ouais. J'en ai plein. Waouh. Tellement de gens que j'admire. J'ai Alexandre Jardin pour ses combats permanents dans la société, c'est un doux rêveur. Alexandre Mars, alors qui est un engagé, mais qui met sa fortune, son réseau, ses talents, son temps
au service d'autres engagés. Donc j'aime bien quand on est dans un cercle. À travers de la Fondation EPIC. Exactement, et j'adore Alex aussi, les deux Alex d'ailleurs. Dans les gens engagés, tu as reçu Dominique pour Les Petits Princes, parce que j'aime beaucoup évidemment ce qu'elle fait. Si, Églantine Émeillé pour Un pas vers la vie, qui accompagne l'autisme en France, qui est une maman qui a un parcours terrible avec son fils Samy, qui est une maman juste incroyable. Et j'adore Églantine, qui est une de mes amies. Et vraiment, je l'admire. Alors, je te remercie beaucoup pour la découverte, parce que je ne connais pas encore Églantine. Je vais aller me plonger dans... Mais écoute, je vous mettrai en relation. On a une... Non, on n'a pas de vie parallèle, parce que je peux pas me comparer. Elle a une vie de maman d'enfant autiste. On avait une vie professionnelle parallèle, puisqu'on a travaillé ensemble à la télévision. Mais elle a aussi quitté la télévision pour créer son association. Mais je n'y arrive pas à la cheville. Elle a vécu des souffrances, des douleurs énormes dans sa vie de femme, dans sa vie de mère. Qui sont son moteur aujourd'hui. Exactement, et des douleurs que moi je n'ai pas connues. Donc voilà. Mais oui, Églantine fait partie des gens que j'admire énormément. Et si je devais terminer dans les gens engagés, enfin, à tout prix que tu rencontres, je l'ai accompagné bénévolement aussi pendant des années. J'adore le travail de mon ami Yazid Chir, qui était un chef d'entreprise, qui a créé une mission incroyable qui s'appelle Nos quartiers ont des talents. Et Nos quartiers ont des talents, c'est comment remettre le pied à l'étrier à des gamins de quartier, mais aussi du monde rural, un peu partout en France, qui ont fait le parcours génial d'avoir un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, en tout cas de poursuivre un maximum leurs études, et qui, diplôme en poche, sont les héros du quartier en disant « Waouh, t'as ton bac plus 3, 4, 5, t'as ton diplôme », sauf qu'au bout de 3 mois, quand ces gamins ne trouvent pas de boulot, mais tout d'un coup on leur dit mais finalement ça a servi à quelque chose, et au bout de 6 mois quand on leur dit tu vois, tu t'es fait chier à faire 5, 6, 7 années d'études, t'as pas de boulot, sous-entendu la France veut pas de nous, voilà, sous-entendu, et voilà, moi bac moins 2, je réussis mieux que toi. Et lui, il y a 20 ans, on a le même âge associatif, il y a 20 ans, avec plein de dirigeants d'entreprise, ils se sont dit, ces gamins-là, il faut à tout prix qu'on s'en occupe, qu'on les parraine. Il a monté un système de parrainage génial, et en fait, il prend des dirigeants, des ministres, des patrons du CAC 40, des managers, il a des dizaines de milliers de parrains et marraines qui vont parrainer et marrainer ces gamins de quartier hauts diplômés. Et en fait, pour revoir le CV, les aider à mieux pitcher l'entretien, ouvrir le réseau, ces patrons ne sont pas obligés d'embaucher les gamins. Non. Mais c'est ouvrir le réseau. Je comprends très bien, c'est un rôle de mentor en fait. Énorme. Et c'est l'association la mieux structurée, la plus professionnelle que j'ai vue dans cet accompagnement. Je te présente Yazid Chir. Et d'utilité publique aujourd'hui. Énorme. Génial. Et surtout, il a des résultats incroyablissimes. Et maintenant, il y a beaucoup de hauts dirigeants qui étaient ces gamins de quartier il y a 20 ans, qui ont des gens qui ont un parcours mais de folie, et que tu rencontreras. Génial. Je te remercie beaucoup, Nicolas. Merci pour cet échange. Merci à toi du temps et de la douceur de cet échange. Merci d'abord et avant tout pour l'association et pour la joie que tu apportes dans les hôpitaux. Merci pour les enfants, merci pour les familles, merci du fond du cœur. Merci à toi. Je reçois ces merci, mais je les donne tout de suite à mes bénévoles et à mon équipe salariée, parce qu'en fait, c'est eux qui font le tas. Un président, c'est souvent très chiant à gérer. Je crois que je leur mets le bazar tous les jours, mais je les aime plus que tout, donc je vais leur redire. Et merci à toi, parce que j'ai l'impression que je suis parti dans tous les sens, que tout ça est bordélique. Pas du tout. En tout cas, ça m'a fait du bien. Et voilà, combien je te dois pour la séance de psy? Je vais couper là. Merci à tous. Merci Nicolas.